entre partis politiques. Et à cette époque, les partis politiques fonctionnaient de manière ethnique, puisque le niveau général de la culture de la population n'était pas un niveau de comprendre les choses autrement que par la tribu, par les clans. Et en dehors du MNC de Lumumba, qui était un parti nationaliste, mais les autres partis, c'était des partis tribaux qui s'étaient ralliés à Lumumba pour faire la majorité au Parlement, puisqu'à cette époque-là, l'élection présidentielle s'est passée au second degré. Donc, ce que nous avons connu en 1960 est dû à l'incompréhension, comme ça s'est passé à Genève. Comme ça s'est passé à Genève. Donc, on a reproduit à petite échelle ce qui s'était passé en 1960. C'est-à-dire à rejeter sa signature, à renier sa signature. Mais l'Occident ne fonctionne pas comme ça. Quand tu as signé, tu es tenu. Quand tu as signé, tu es tenu. Et c'est puisque ça a dérapé, que ça a dérapé jusqu'à aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle, dans mon travail diplomatique, j'ai cherché à corriger ce qui s'est passé en 60. Et chaque fois que j'amenais Tshisekedi dans des rendez-vous, nos interlocuteurs parlaient, on donnait la parole au président, le président disait « je donne la parole à mon représentant ». C'est moi qui parlais. Et lorsque j'avais fini, que je lui redonné la parole, il me disait « mon représentant a tout dit ». Alors jusqu'à la fin, de sorte que les Occidentaux sont restés sur leur soif. C'est comme ça qu'ils ont envoyé Colette Brackman interviewer les présidents, je crois, la veille des élections. Ou bien le lendemain des élections. Je crois le lendemain, je ne me rappelle plus très bien. Mais le président a exprimé un nationalisme pur et dur. Nous qui sommes en Europe, les premiers jours des élections, le lendemain, on a proclamé Etienne Tshisekedi vainqueur. Tout le monde m'a téléphoné pour me féliciter. 3 jours après, on a dit non, la tendance est en train de s'inverser. Que c'est maintenant Kabila qui est en train de renverser. Mais ce n'était que l'interprétation des dispositions particulières que je vous ai dit. On nous a dit que nous étions indépendants. Non, nous ne sommes pas indépendants. Nous sommes autonomes sur le plan interne. Nous n'avons pas la souveraineté. La souveraineté devait se construire à petits pas pour qu'enfin on devienne responsable. Donc, nous devions construire l'état des droits avec ceux qui nous avaient colonisés. Mais nous les avons rejetés dès le départ. Il y a même eu des massacres. Il y a même eu des viols. Ne voyons pas seulement nous comme victimes. Nous devons faire une analyse critique, nous voir aussi comme agresseurs, à partir du discours de nos hommes politiques. L'armée était divisée. Il y avait des mutineries partout, à cause du discours, mais aussi à cause de certains discours d'un certain général expatrié qui n'a pas su mesurer ses propos. C'est la raison pour laquelle moi je profite de cette vidéo pour remercier la monarchie belge, puisque je vois que mon travail a porté de remercier le gouvernement belge, puisque un certain nombre de points sur les i ont été replacés avec les voyages actuels du souverain belge au Congo. Et on a concilié ce qui s'était écroulé
en 1960. On a réconcilié ce qu'on a manqué de faire en 2011. Mais ça, c'est la partie belge. Mais la partie congolaise n'a pas encore posé des actes probants. Donc, il nous reste un travail à faire pour nous concilier, pas les bonnes grâces comme telles, peut-être que certains vont me critiquer, mais des relations d'amitié, des relations adultes, comme on les répète tout le temps chez nous, alors que ce n'est pas vrai. Donc, je tiens à remercier, encore une fois, le Premier ministre Déco pour le travail qui a été fait dernièrement au Congo, qui est un travail de... comment je peux dire, il y a un terme qu'on dit pour montrer la sympathie, mais un peu plus que la sympathie, l'empathie. Voilà, l'empathie. Et les rois et la reine ont montré l'empathie. Les rois, la reine, s'est déplacée au marché. Je ne sais pas si vous voyez la portée de cet exemple-là. Nos propres chefs ne se déplacent pas au marché pour voir la situation. Ceux qui tiennent l'économie en main, ce sont nos femmes, ce sont nos mamans, ce sont nos filles qui tiennent l'économie informelle en main. Mais personne ne les considère. On continue à considérer la femme comme on l'a considérée sur le plan traditionnel. Même les intellectuels. C'est là où il y a un problème culturel. Donc le problème du développement est d'abord un problème culturel. Donc nous devons avoir un leadership à mesure de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour que le pays évolue. Donc, ce sont toujours des parenthèses que j'ouvre dans le fil de mes idées. Félix Antoine Tshilombo, puisque chez nous, on n'y a pas de loi sur la patronymie. La patronymie, c'est en Europe, à partir du XVIe siècle, où le père donne son nom aux enfants. En Afrique en général, et au Congo en particulier, le nom vient de la famille. Ce sont des noms de substitution. Ce n'est pas la patronymie. Donc, quand on appelle, il n'y a aucune loi qui dit que le père doit donner son nom à ses enfants. Non, il n'y a pas encore de loi. Probablement qu'on aura cette loi dans l'état de droit. Mais nous sommes encore en anarchie. Tant que nous serons dans l'anarchie, c'est la loi du plus fort. Donc on ne peut pas dire que chez nous, il y a la loi. Il n'y a pas de loi. Et nous sommes arrivés au leadership de Félix. Le leadership de Félix a raté les coches. Le leadership de Félix n'est pas adapté ni au contexte national, ni au contexte international. Il n'est pas adapté à son siècle. Le leadership de Félix, c'est un leadership archaïque, comme je le disais tantôt. Et cela étant dit, que faudrait-il faire? Puisque Félix et ses amis nous ont montré les limites qui sont les leurs. Et ils ne seront pas à mesure de construire un État moderne au Congo. Mobutu, qui avait même la légitimité, qui a été légitimé par la population, n'a même pas su le faire. Alors, par contre, Félix ne saura pas du tout. On peut lui donner même des anges comme conseiller, il ne s'en sortira pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons tous vu le leadership de Félix. Il est en décalage avec les enseignements de son père. Certains ont attendu d'entrer dans ses pouvoirs, de s'enrichir, de devenir de grands hommes politiques pour maintenant se retourner contre lui. Et moi, je n'apprécie pas beaucoup ce genre de comportement, puisque c'était le comportement aussi de certains pères fondateurs de l'UDPS. Ils avaient traité avec Mobutu, ils avaient gouverné avec lui, et puis ensuite, ils l'ont rejeté. Peut-être qu'ils avaient raison,
ils l'ont rejeté, mais je pense qu'ils ne devaient pas casser la passerelle. Chaque fois que la passerelle était posée, il fallait prendre même à témoin ceux qu'il avait placés là. Mais le problème n'est même pas au niveau de Mobutu. Le problème est déjà à Lulabour, au conclave de Lulabour de 64. Puisque c'est ce conclave qui a produit la première constitution congolaise. Et ce conclave-là a été dirigé par les premiers juristes congolais, entre autres notre propre président. Et les textes de ce conclave, le texte constitutionnel, ne fait plus référence aux dispositions particulières de la loi fondamentale. Et cette constitution a été appliquée dans son adoption. Il a été adopté au fur et à mesure, puisque le pays étant grand, on ne l'a pas adopté le même jour, on l'a adopté au fur et à mesure. Je crois que ça a fait 1 ou 2 semaines, presque 1 mois pour pouvoir l'adopter sur l'ensemble de la République. Donc, on l'a adopté, on a fait les élections législatives. Les élections législatives sont intervenues, on a voté des députés qui sont entrés au Parlement. Et ce sont ces députés qui sont les députés de la première législature réellement congolaise. Mais ce n'était pas apprécié par ceux qui avaient mis les dispositions particulières dans la loi fondamentale. Alors, le coup d'État de Mobutu est intervenu avant l'élection présidentielle. Et l'homme qui avait la majorité, qui avait coalisé toutes les forces politiques et civiles, c'était Moïse Tshombe. Et le président Kasavubu était déjà minoritaire sur le plan même de la population. C'est Moïse Tshombe qui devait prendre la relève. Mais le couperet est tombé et c'est Mobutu qui est venu au pouvoir. Mobutu est venu au pouvoir, mais les 5 premières années de Mobutu, c'était la modernisation autoritaire. On l'a vu. On a vu les effets de la modernisation autoritaire comme on les voit au Rwanda. Mais la modernisation autoritaire dans les pays africains, ça ne marche pas. Comme la démocratie libérale en 1960, ça n'a pas marché. Puisque avant tout, il faut résoudre les problèmes culturels. Donc, vous devez résoudre les problèmes culturels en même temps que vous entrez dans l'état des droits, dans l'état moderne, pas nécessairement des droits. Et Mobutu a produit la modernisation autoritaire. Et dans la deuxième partie de son mandat, les choses ont dérapé. Il est rentré, il n'était plus dans les attributs de la modernisation autoritaire, il était maintenant dans la tribu. Il a commencé à faire aussi des nominations dans l'armée, dans la, comment on appelait sa police là, c'était de la garde civile, service de renseignement. Il a mis les siens. Et comme moi, je ne suis pas né sous Mobutu, j'ai réfléchi autrement et je vois les choses autrement. Là, nous sommes avec la génération Mobutu qui est au pouvoir. Et c'est lui qui me l'a dit, c'est Etienne Tshisekedi en 2013, quand je parle avec lui. Il me dit, la culture ici est encore mobutiste. Elle est très forte, la culture mobutiste. Nous devons encore d'abord sortir de ces schémas mobutistes-là pour qu'on devienne responsable. Je n'avais pas compris. Quand il me le disait, je l'ai compris quand j'ai vu son fils au pouvoir. Donc, ils ont vécu cet environnement-là, de l'enrichissement illicite. Cet environnement-là, où c'est l'éros qui prend la place et qui appelle les thanatos, sans le savoir. Puisque quand tu es dans l'éros, tu tombes dans les thanatos. Donc, quand tu es dans les principes du plaisir, tu vois avec ce plaisir, au moment où ce plaisir va te tuer. Donc, l'esprit, tout doit être mesuré. Quand tu veux aussi être aussi riche que celui qui a fait Facebook,
Tu veux être aussi riche que celui qui a démocratisé l'ordinateur. Tu veux être aussi riche que celui qui envoie maintenant les satellites dans l'espace. Mais il faut faire des affaires. Steve Jobs n'a pas fait la politique pour devenir millionnaire. Musk n'a pas fait la politique pour devenir millionnaire. Ils ont fait les affaires. Alors, on ne doit pas chercher à devenir un millionnaire en politique. Non, c'est du vol, c'est du pillage. Donc, nous devons être en mesure d'avoir un dialogue. Maintenant que nous avons un soutien, nous avons la Belgique comme soutien. Le roi a fait un message ici, en revenant du Congo, pour la fête nationale. Il a fait un message et il a réservé tout un chapitre sur le Congo. Et il a promis. Donc, nous devons nous mettre dans les dispositions nouvelles, puisque nous devons maintenant, nous aussi, entrer dans le 21e siècle, par la grande porte. Pas par la porte floue, où on ne sait pas, non. Puisque nous disons, nous allons aux élections présidentielles, nous allons les... Non, il n'y a pas d'élection présidentielle au Congo. Ça, c'est depuis la loi fondamentale. Nous avons les élections législatives, les élections locales. L'élection présidentielle est confisquée. Mais à juste mesure. Puisque c'était cela qui avait été convenu en 1960. D'abord l'autonomie et après la souveraineté. Nous avons voulu prendre les raccourcis. Nous avons pris les raccourcis et regardez aujourd'hui. Regardez les niveaux de vie. Regardez les niveaux de vie de la famille congolaise en 1960, 1958-60, avec les niveaux de vie de la population aujourd'hui. C'est même honteux que les gens aient eu un bon niveau de vie pendant la colonisation et maintenant qu'ils se disent indépendants, ils ont un niveau de vie qui n'existe pas. Tout simplement puisque la constitution n'existe pas. Le Congo n'a pas de constitution. Le Congo est dans l'anarchie, dans la loi du plus fort, dans le pillage, dans la prédation, dans les massacres, dans les génocides. Donc, le problème de l'Est, il est simple. Mobutu aussi avait trouvé le problème de l'Est, si vous ne le savez pas. Moi, j'ai parlé avec le gouverneur du Kivu, Denis Paluku. J'ai parlé avec lui à Butembo. Il m'a dit dans quel état s'est trouvé le Congo dans la première législature de l'indépendance. Les Rwandais étaient jusque à... j'ai oublié le nom de la localité, juste après le parc de Virunga, Banyakayonga. Ils étaient jusqu'à Banyakayonga. Ils avaient occupé, tout Rutshuru était entre leurs mains. Et quand Mobutu a pris le pouvoir, son premier ministre c'était Léonard Moulamba, le général. Mais on ne l'appelait pas le général Moulamba, on l'appelait l'homme de Kisangani et de Bukavu. Pourquoi on l'appelait comme ça? Puisque Moulamba, c'est lui qui est allé mettre la paix là-bas. Donc, le problème de l'Est est simple. Nous devons avoir un État. Tant que le Congo ne sera pas un État, nous aurons toujours les problèmes dans nos frontières. Et comme les Tutsis est un peuple de domination, donc ils ont la domination dans leur gène. Ils doivent dominer. S'ils ne dominent pas, c'est comme s'ils n'existaient pas. Et quand ils dominent ceux qui sont avec eux, ça ne leur suffit pas. Ils doivent aller dominer encore ailleurs. Donc, si tu es faible en face de lui, lui doit te dominer. Et nous connaissons aussi cette situation au Congo. Il y a des gens qui doivent dominer, même si le pouvoir là n'est pas réel. Ils cherchent à dominer pour dominer, mais ce n'est pas ça l'état des droits.
Donc le problème de l'Est, il faut d'abord qu'on ait un État. Et tant que nous n'avons pas d'État, et l'État, c'est le leadership. Le leadership, c'est lui qui montre la voie. C'est lui qui montre la volonté politique pour construire d'abord un État dans ses bases étatiques, c'est-à-dire dans ses fonctions régaliennes. Dans ses fonctions régaliennes. Sinon, il n'y a pas d'État. Et le Congo n'est plus un État. Le Congo est une anarchie. Et Félix n'a pas répondu aux attentes, puisqu'il a pris ses amis, il a pris ses frères, il a pris ses cousines et cousins, et il est allé avec eux au pouvoir. Donc, sur le plan de la conscience, lui-même est très limité. Donc, nous pouvons même, par défaut, avoir pitié de lui. Mais il s'agit du destin des milliers et des milliers des hommes et des femmes et des enfants. Donc, c'est une question cruciale. Alors, pour conclure, je vais d'abord parler de moi, puisque certains dans l'entourage qui cheminent avec nous avaient cherché à aller travailler avec Félix. Certains sont partis et puis ils ont beaucoup souffert pour rien là-bas. Personne n'est écouté là-bas. Ils tournoient comme des électrons libres. Et ceux qui sont restés ici font des démarches dans tous les sens et certains me voient. Et moi, j'ai dernièrement parlé, j'ai fait une démarche de conciliation avec la famille Tshisekedi. Pourquoi? Pour deux choses. Je crois que avec le temps, comme disait Mitterrand, laisser le temps au temps, parfois la tension baisse, les choses s'apaisent. Moi, j'ai suivi Madame Tshisekedi, la veuve Tshisekedi, dans une messe, ici dans une église à Bruxelles, je ne sais pas laquelle, mais j'ai vu la vidéo où Maman Marthe lance un message pour dire que son mari n'a pas mené un combat de type tribal. Son mari a mené un combat pour toute la population, pour que la population soit ensemble. Moi, en voyant cette vidéo, j'ai interprété le message comme étant une forme de repentance de la famille compte tenu de la manière dont les choses ont évolué. Ça, c'est de un. De deux, nous avons créé des liens très forts avec les membres de la famille Tshisekedi, surtout nous en Belgique. Et des liens de fraternité. Et nous nous connaissons. Et un de nos amis du parti, qui est plus jeune que moi de 10 ans, qui était mon trésorier, celui que j'ai cité tantôt, qui m'accompagnait partout, a rencontré Félix Antoine Tshisekedi à Kinshasa. Dans son cabinet, ils ont parlé pendant, je ne me rappelle plus le temps, mais assez longtemps. Et Félix a parlé de moi en se plaignant de mon comportement, puisque moi, je critique le leadership de Félix et son pouvoir sur Internet. Je l'ai fait comme on critiquait Kabila, comme on critiquait Mobutu, j'ai continué à le faire de la même manière, sans distinction. Mais cela les blesse. Ça les blesse puisque moi, j'étais comme un homme, un enfant de la famille. Mais il faut aussi se voir pourquoi je suis arrivé à ce point. Alors, quand j'ai eu le message, je n'ai pas eu le message directement de la personne, c'est par personne intermédiaire que j'ai eu le message de l'entretien entre Félix et ce monsieur-là, qui est un ancien membre du parti. Finalement, je l'ai appelé, il m'a dit, moi j'ai interprété ça comme un appel du pied. J'ai dit, bon, moi je vais parler avec la famille. Je n'ai pas su trouver les coordonnées de la veuve, Maman Marthe. J'ai plutôt eu les coordonnées qu'on m'a données de Jacques. De Jacques,
le frère de Félix. Je l'ai eu au téléphone, j'ai dit que la maman est ici, j'ai vu son message, j'aimerais les rencontrer pour lever certains équivoques. Il a dit quels équivoques? Moi, je lui ai dit, mais écoute, la situation dans laquelle on s'est séparés, on ne peut pas dire que c'était une situation... non, il y a un litige que nous devons lever. Il a dit, bon, celui qui s'occupe de ce problème, non, laissez-moi le temps, je vais m'enquérir de la situation et je vous dirai quoi. Je suis resté, je n'ai pas eu de réponse. Et puis, il y a eu un fake news où je l'ai rappelé encore une fois, je lui ai parlé, il m'a dit que Félix était ici quand il est venu se faire soigner. Et il m'a dit, il n'est pas... celui qui s'occupe de l'agenda des mamans, c'est notre frère aîné Jean-Claude. Jean-Claude vient le week-end et tu peux le voir pour finaliser ça. Moi, il dit, bon, donnez-moi le numéro de téléphone de Jean-Claude. Il ne me l'a pas donné. Et comme Félix était venu ici, j'ai essayé d'appeler Félix et j'ai vu que ça ne passait pas. J'ai laissé. Et puis, il y a eu un fake news où on m'a dit, voilà, écoutez, Nyembo a démissionné. Bon, moi, j'ai pensé peut-être que c'est une démission qu'on lui avait incité de démissionner. Alors, j'ai appelé Jacques pour lui dire, bon, moi, je suis intéressé pour travailler avec Félix et tout. Bon, je l'ai dit, hein, puisque moi, je ne sais pas être menteur. Je ne peux pas dire ce qui n'est pas. Et les gens, dans mon entourage, ont dit non, voilà Mbouyi, il fait aussi une démarche de type personnel. Il veut maintenant aller faire pour lui-même. Alors, j'ai dit, entre autres, j'ai fait ces messages pour lever cet équivoque-là. Mbouyi, tel que vous me voyez, j'ai cherché à faire des choses personnelles. Pour moi-même, ça n'a jamais reçu. Quand je me mets dans un projet pour mon propre compte, ça ne marche pas. Donc moi, je me connais. Je ne suis fort que quand je fais une démarche collective. C'est comme ça que Félix était étonné de voir que dès la première rencontre que j'ai eue avec le lobby, il a appelé au téléphone les gens qui le connaissaient. Il a dit, mais moi j'aimerais travailler avec ce monsieur-là. Je vois qu'il est exceptionnel. Donc, Dieu crée des gens comme ça, qui doivent porter la cause des autres. Et même, je dirais, je vais aller plus loin, puisque ça se situe au niveau spirituel. Je vais aller plus loin. Quand moi, si j'étais allé avec Étienne Tshisekedi, quand on avait conclu, si Tshisekedi avait accepté d'aller aux élections, si nous étions partis avec lui, mais je crois que je n'allais pas même faire une année, j'allais mourir, puisqu'ils m'ont même fait grâce de me chasser, puisque j'avais déjà un cancer qui me rongeait. Et quand ils m'ont déposé, je suis resté très pensif pendant un certain temps. Je me suis dit, mais j'aurai des problèmes, moi. Je risque d'entrer en dépression. Moi, j'ai fait 25 ans, chaque jour pour jour dans l'UDPS. Et puis, je reçois comme ça, de manière brutale, une autre... Mais j'ai dit, mais je crois que j'aurai des problèmes. Moi, j'ai fait des études de psychologie, donc je sais. Je crois que j'aurai des problèmes mentaux. Mais j'ai dormi ces jours-là comme un bébé, comme disait Tshisekedi, dormez comme des bébés. J'ai dormi comme un bébé. Et le matin, je me suis demandé, j'avais l'impression d'avoir posé un fardeau. Et quand nous, on disait à Kinshasa, on dit, le Kolande Nazaki na koni, na memakinde koni, na kitisi koni. Puisque quand moi j'étais à Kinshasa, enfant, il y avait des gens qui passaient dans la rue avec un tas de bois, il n'y avait pas encore de l'électricité, qui vendaient le bois. Donc, on préparait à manger avec du bois. Alors, j'avais l'impression, ces gens-là courbaient sous l'échine du bois qu'ils portaient, qu'ils transportaient. Et j'étais dans ce cas-là. Et le matin, j'avais l'impression d'avoir posé un fardeau à terre. Je me suis moi-même posé la question. Mais moi, j'ai fait 25 ans de l'UDPS et je dors comme ça, je n'ai pas de soucis. C'est que là où j'étais,
ce n'est pas le lieu où je devais être. Puisque si c'était vraiment le lieu où je devais être, j'allais avoir des remords, allais avoir des problèmes. Comment je suis comme ça en paix? Alors je me suis dit, bon, comme je suis libéré, je vais aller faire des examens médicaux. Je vais faire des examens médicaux aux cliniques universitaires, on me diagnostique un cancer des os. On dit, mais monsieur, vous êtes en train, depuis 2 ans, ce cancer a pris le dessus. Maintenant, vous courez vers la mort. Donc, si j'étais allé, comme là-bas, les diagnostics sont des diagnostics, le pays étant ce qu'il est, les médecins n'ont plus la même conscience qu'ils auraient eu si c'était un état de droit. Donc, moi, je les comprends. Et ce sont des diagnostics qui sont superficiels et qui demandent beaucoup d'argent. Voilà. Donc, moi, je lance un appel aux membres de l'UDPS de nous mettre ensemble pour créer une autre dynamique politique. De ne pas rester accolé à la famille croyant qu'il y aura autre chose. Non. Nous sommes déçus. Nous devons prendre le courage de tracer une autre voie. Que la voie, le résultat est là. Le résultat de la lutte que nous avons menée est là. C'est le gâchis total. Donc, c'est par ces mots que je clôt et je demande à notre population d'être toujours courageuse, mais de demander à son élite de se mettre dans la dimension des hommes libérés. Si nous n'avons pas cette dimension des hommes libérés, nous ne saurons pas libérer notre pays. J'ai dit, je vous remercie pour votre écoute, pour votre compréhension, et j'arrête par là. Voilà. Merci beaucoup.